Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Donc, tous les dimanches, nous sommes ensemble. Une partie d'information internationale, réflexion sur les grands sujets, une partie des constructions, des informations concernant la Martinique sur 88.3, 93.6, 105.9 et sur internet rfaradio.fr. Et vous qui suivez sur Facebook en direct, vous pouvez participer à la deuxième tranche de l'émission, le débat interactif, donc en téléphonant au 03 14 03. Là, vous suivez l'émission, bien sûr, sur les ondes ou sur Internet. Donc, comme d'habitude, nous allons retenir 2 points d'actualité et une partie des constructions. En ce qui concerne les points d'actualité, j'ai repéré les manifestations qui ont eu lieu en marge de la COP26, on va expliquer, et une grève de la faim menée par des Français en soutien aux immigrés à Calais. Et puis en partie des constructions, nous allons réfléchir sur le contrôle des informations que nous recevons. Voilà donc le programme. Tout de suite, on va parler de la COP26. La COP26, c'est un cycle continu, un cycle de réunions qui se font au niveau international, où pratiquement tous les États sont représentés, où l'on parle des questions du changement climatique, de ses effets et des moyens de limiter les catastrophes qui ont déjà commencé et qui vont s'amplifier. Et la dernière a eu lieu il y a 5 ans. Les gouvernements qui étaient, enfin, où le pacte avait été signé pratiquement il y a 5 ans, à Paris, où il avait été pris des engagements disant qu'il fallait limiter l'augmentation à 1,5 degré. C'était le maximum à ne pas atteindre, qui déjà produit des catastrophes climatiques, environnementales, mais que pour transformer les circuits économiques, pour préparer, il fallait quand même avoir des objectifs réalisables. 1,5 degré. Il se trouve que les gouvernements n'ont absolument pas respecté leur engagement et que l'année dernière, par exemple, on a produit plus de gaz carbonique qu'au moment où l'on signait cet accord-là. Et on a vu les catastrophes qui ont émaillé cette année, sécheresse, inondations et tout autre dégâts conséquents. Donc, cette conférence a eu lieu à Glasgow, en Écosse, et évidemment, les médias en ont parlé. Mais les commentaires et ceux qui entouraient le contenu principal qui était présenté autour de ces travaux, c'était des politiciennes. Par exemple, on se plaignait que la Chine et la Russie n'aient pas envoyé leur chef d'État, même s'ils avaient délégation, toujours dans la façon de diaboliser ceux qu'on veut abattre. Hein. Et puis, mais on a parlé de choses et d'autres. Ils ont été contraints de parler des manifestations qui commençaient à se faire contre le sommet. Mais par exemple, vous n'avez vu nulle part un reportage sur le contre-sommet organisé par les organisations populaires, les organisations écologistes, syndicales, qui se tenaient en même temps que la conférence des chefs d'État et qui présentaient des situations concrètes, des témoignages, et on n'a pas entendu parler des résultats pris. Peut-être une phrase disant que l'égérie du mouvement a dit ceci, cela, mais il n'y a pas eu un travail de réflexion sur le contenu du contre-sommet. C'est ça qui a amené tous ces gens qui étaient présents à organiser des manifestations. Le mot d'ordre qui trône, c'est « no more blablabla », assez de blablabla. Vous ne faites rien, vous prenez des engagements qui ne sont jamais tenus, et maintenant, c'est nous qui allons payer. Il faut dire que ce sont essentiellement des jeunes qui sont dans ces manifestations. Il y avait déjà une première manifestation qui en avait réuni 30 000 de jeunes, et samedi, il y a eu une manifestation où il y a eu plus de 100 000 participants à Glasgow, en même temps que
des manifestations se tenaient en Australie, à Melbourne, à Sydney, à Paris. Il faut dire que c'était moins évident à Paris, mais dans beaucoup d'autres villes où ce mot d'ordre, no more blablabla, était entendu. Il s'agissait de montrer que c'était de l'hypocrisie. D'ailleurs, en matière d'hypocrisie, on dénonçait que beaucoup de chefs d'État, dont Biden, sont venus en jet privé, avec toutes les conséquences de gaz carbonique, etc., que ça suppose, et que dans l'avion de Joe Biden, il y avait un chant de ceux qui critiquent les défenseurs de l'environnement, les climato-sceptiques, comme on dit. Et donc, de grosses manifestations un peu partout. À noter que dans les manifestations à Glasgow, il y avait des délégations venues de différents pays du monde, et en particulier ce qu'ils appellent des indigènes, donc les premiers habitants d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Centre, et des organisations africaines qui notaient que ce ne sont pas les pays du tiers-monde qui sont les gros producteurs de gaz à effet de serre, ce ne sont pas eux les pollueurs, mais ce sont eux qui sont les principales victimes immédiates de ces changements climatiques. C'est vrai qu'il y a des incendies aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a des catastrophes de plus en plus fréquentes en Europe, mais en termes d'ampleur et en termes de population touchée et en termes de victimes, les dommages sont incomparablement plus importants en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud et du Centre. Pourquoi? Parce que ce sont des populations pauvres qui vivent dans des logements précaires le plus souvent et que les conséquences économiques sont plus cruelles quand il y a une sécheresse. L'exemple dont on parle peu, c'est celui de Madagascar, où tous les experts reconnaissent que c'est le premier cas de sécheresse massive directement liée au changement climatique. Alors, nous n'allons pas rester longtemps, mais je vous invite à aller chercher des informations sur la situation à Madagascar pour voir l'importance du dégât. Alors, parmi les délégations présentes, il y avait des gens, des habitants des îles, qui disaient qu'on en parle peut-être à la marge, mais sans faire une campagne pour expliquer la gravité de la situation, les effets sur les populations. Il y a des îles qui sont en train de disparaître. Martiniquaises et Martiniquaises, n'oublions pas que nous sommes dans une île avec des côtes érodées, avec l'élévation du niveau de la mer prévue pour parfois atteindre 1 mètre. Vous qui vivez près du littoral, pensez-y, 1 mètre. Si rien n'est fait, et nous avons dit que les gouvernements n'ont pas respecté les mesures qui permettraient de limiter l'augmentation à 1,5 degré. À l'heure actuelle, les savants précisent que si on continue dans cette dynamique, eh bien, on aura une augmentation de 2,5 degrés à l'horizon de la fin de ce siècle, avec donc 2,7 précisément, avec l'augmentation du niveau de la mer à parfois 1,50 m, etc. Vous imaginez ce que ça signifie. Donc, les experts disent que c'est vers cela qu'on va, et ce qu'on imaginait pour limiter à 1,5 n'est pas respecté. On va de plus en plus vers la catastrophe. On a parlé des îles qui vont être les premières concernées, mais les pays du tiers-monde, et notamment les pays africains, qui sont déjà frappés par la sécheresse. On rappelait dans ces réunions du contre-sommet que l'Afrique ne contribue qu'à 3% du dégagement de gaz à effet de serre. Ça veut dire que ce n'est pas eux qui a fait ça. Qui produit les gaz à effet de serre? Ce sont les grands pays industrialisés. C'est eux qui entraînent ce changement climatique mortifère. Et pourtant, les victimes, ce sont ces pays-là. C'est pour cela que les gouvernements occidentaux ne respectent pas leurs engagements, puisqu'ils ont des moyens de sauver leur propre vie
au sein des classes dominantes. Certainement que leur habitat n'est pas le même que celui des travailleurs français. Et donc, c'est cela pour nous faire prendre conscience que les campagnes qui sont menées derrière la question du Covid ont pour but principal de cacher ces catastrophes annoncées qui sont 1000 fois plus meurtrières que la soi-disant pandémie et qui entraîne des millions, on a prévu 200 millions de migrants liés au changement climatique. Donc c'est pour cacher la réflexion. Comment veut-on faire croire à l'opinion qu'on est soucieux de la santé des gens? Il ne faut pas que 3 personnes meurent. Si vous ne prenez pas le vaccin, vous êtes un criminel. Et puis ces mêmes personnes-là qui vous disent ça sont en train d'organiser la mort massive de millions de personnes, alors que les réponses sont connues, sans aucun état d'âme. Donc ça devrait nous permettre d'être sceptiques quant à leurs bonnes intentions. Nous ne serons pas plus longs sur ce point-là en disant que il nous faut lutter contre des mesures dictatoriales liées à la crise sanitaire, mais il nous faut surtout mettre en avant les grandes problématiques, les vrais dangers, et lutter contre les gouvernements et le système économique qui est responsable de ces catastrophes annoncées. Lutter contre ces gouvernements pour imposer des mesures, mais surtout, il nous faut être acteurs de la lutte contre le changement climatique dans notre façon de vivre, parce qu'on sait qu'ils produisent pour vendre tout leur matériel à obsolescence programmée, mais c'est nous qui consommons. Alors commençons par faire un coup d'arrêt à la consommation superficielle, à revenir aux besoins fondamentaux et à défendre des formes de développement économique endogènes et centrées sur la protection de l'environnement et surtout la défense de l'intérêt des générations futures. Donc voilà ce que je voulais dire concernant les manifestations liées à au changement climatique. Alors, le deuxième point, j'ai tenu à le faire parce que, idéologiquement, les classes dominantes s'appuient sur la division entre les peuples qu'ils alimentent, qu'ils instrumentalisent, la xénophobie, le racisme, pour que ces peuples-là ne constituent pas la force suffisante qui va les renverser. Et dans l'esprit de beaucoup de gens qui se battent, la grille créée par les colonialistes quand ils se sont lancés dans les conquêtes en Afrique et partout, donc la grille de division raciale qui consiste à attribuer à des gens des compétences, des dessins, des comportements qui seraient liés à la couleur de leur peau ou à leur nationalité. Cette grille-là est intégrée par des gens qui veulent lutter contre le système, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils soutiennent le système en faisant cela. L'information qui m'a amené à porter cela, c'est cette grève de la faim qui a été menée depuis le lundi 11 octobre par un prêtre, Philippe Demester, il s'appelle, du Secours catholique dans l'église de Calais, et par un couple de jeunes de 30 ans, Anaïs Vogel et Ludovic Holben. Ils sont rentrés en grève de la faim. Pourquoi? Dans une église. Pour exiger que la dignité des migrants à Calais soit respectée. Pour exiger que des dispositions sanitaires soient prises pour protéger les enfants, les familles. Pour exiger qu'une lutte sérieuse soit menée contre les trafiquants qui mettent leur vie en danger. Donc, ces gens-là, qui aident, ils n'ont pas décidé de faire une grève de la faim comme ça, ils sont dans des organisations qui aident les migrants. Ils se sont arrachés à la grille raciste et xénophobe inculquée par les classes dominantes pour dire ce sont des êtres humains, nous devons les aider, nous devons lutter à leur côté. Et ces gens-là n'ont pas fait le choix de certains Français qui ont avalé le discours du Rassemblement national, pas seulement d'ailleurs, qui dit
les immigrés sont des voleurs, ils viennent prendre notre travail, et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ils se sont débarrassés de la grille idéologique de la classe dominante. Et ils ont mené cela. Alors, ne devons-nous pas respecter profondément cette solidarité manifestée par les Français, dits de race blanche, par tous ceux aux États-Unis qui ont lutté à côté des Noirs américains pour des droits fondamentaux. Mais c'est eux qui font partie de la seule vraie race qui existe, la race humaine. C'est eux qui s'arrachent de la propagande raciste et de l'idéologie, de l'histoire qui a été créée et inculquée par les colonialistes, à savoir que il y a des races, celle-là est prédisposée à être méchante, à être perverse, et puis l'autre est prédisposée à être gentille. Celle-là est prédisposée à commettre des crimes, l'autre est prédisposée à être civilisée, à inventer la science. Ce sont des schémas racistes dont il faut se débarrasser parce que nous avons besoin d'une unité des peuples, des classes dominées, des classes exploitées pour casser le système impérialiste globalisé. Et je terminerai en parlant de la situation en Martinique. Les gens qui avaient mis des graffitis haïtiens, Cachoué, Martiniquais, haïtiens, Déro, etc. à Fort-de-France, ont récidivé à Chelcher, dans le rond-point qui va vers le rectorat, etc., avec des grosses lettres, haïtiens, malfaités, etc. Ces gens-là, alors c'est deux cas. Soit ce sont des gens qui sont profondément aliénés, qui ont eu des problèmes particuliers et qui se sont laissés manipuler par les propagandes racistes qui sont faites. Ou bien, c'est plus grave, et peut-être que c'est cela. Nous l'avions dit la première fois, parce que le type de graffiti, l'ampleur de la campagne, on peut douter que c'est un pauvre petit individu qui a subi des choses, qui va et puis qui achète de la peinture pour aller faire ça. Il y a quelque chose d'organisé derrière ça. Ça peut être une provocation des gens qui voient que le sentiment caribéen se développe en Martinique et qui n'admettent pas et qui veulent faire comment dirais-je, faire dériver la réflexion et choisir des boucs émissaires des ennemis. Ça peut être une provocation organisée. Mais en tout cas, c'est quelque chose de réactionnaire, d'inacceptable. Les frères et sœurs haïtiens ne sont pas nos ennemis. Ils ne prennent pas notre travail. Ils contribuent à développer une économie détachée de l'impérialisme en Martinique. Et que des liens se fassent entre les peuples caribéens, c'est une bonne chose. Nous l'avons déjà dit, il faut le répéter. Dans l'histoire d'Haïti, la révolution haïtienne a été salutaire pour tous ceux qui étaient esclavagistes. Que les gens qui font semblant d'ignorer que dans l'histoire, les Haïtiens se sont battus pour aider la Caraïbe à s'émanciper de l'esclavage. Mais aussi que chez nous, quand la misère noire frappait les ouvriers agricoles de toutes les campagnes, ce sont eux qui allaient dans les mornes pour proposer des vêtements, pour aider les gens. Ils font de l'agriculture. Certains utilisent des pesticides. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont haïtiens qu'ils utilisent des pesticides. Il y a des Martiniquais qui utilisent des pesticides. Les Français qui ont utilisé des pesticides pour empoisonner notre peuple ne sont pas aussi détestés que des frères haïtiens. Il s'agit de leur parler, de les convaincre, à la limite, s'ils ne comprennent pas, de dénoncer aux services sanitaires, etc., comme tout être humain. Mais ce n'est pas leur présence, c'est pas leur nationalité qui doit guider notre comportement dans cette affaire-là. C'est réactionnaire, c'est anti-caribéen, c'est anti-martiniquais parce que ça affaiblit nos forces face au génocide par substitution. Donc il faut qu'on travaille sur ça. Hein? Il faut qu'on refuse de couvrir une injustice qui est faite à des immigrés caribéens. Comment des gens peuvent dire que parce qu'il est haïtien, il a la chance d'avoir un travail, qu'il ne doit pas revendiquer, qu'il doit accepter tout ce que le maître de l'habitation dit?
c'est un être humain, c'est un frère caribéen, il doit défendre la cause, ses droits fondamentaux en tant que travailleur. Si nous ne l'avions pas dit lors de la grève des ouvriers agricoles, où l'on voulait marginaliser les Saint-Luciens, pour faire les Saint-Luciens de l'époque conforter la force du syndicat, je pense à l'UTAM à l'époque, eh bien, on n'aurait pas progressé. L'haïtien, le migrant a droit au logement. On entend des gens dire, il n'y a pas pour bas ces bougla logements sociaux. Mais ces bougla employé, il a été nationalisé, il paie ses impôts, il est déclaré. C'est un être humain comme tous autres. Alors, le Suisse, l'Anglais, l'Italien qui vient en Martinique, à villa, logement, puis ça n'a pas qu'à gêner pièce mon nom pour aller pour dénoncer ça. Et puis frère haïtien, c'est haïtien qui en situation légale, il y a un logement. Ah, la sécurité sociale pas pour te bailler ça c'est. Mais et puis après ça on va s'agenouiller dans des temples ou dans des églises pour dire bon Dieu c'est ci c'est là. Mais c'est criminel. On a le droit de respecter la dignité, les droits fondamentaux des immigrés, qu'ils soient haïtiens, saint-luciens, qu'ils soient, quels qu'ils soient, parce qu'ils sont discriminés. Combien de gens ont utilisé des haïtiens pour travailler à bas prix, et puis au moment de payer, quand le chantier est fini, on téléphonait à la police, ni un bouc illégal là, pour que vous chahiez la bocaille sans qu'il y ait salaire là. Et puis on est humain. Et puis on va faire des graffitis haïtiens. Il nous faut, Martiniquais, nous mobiliser massivement pour dénoncer cette inhumanité, ces injustices fondamentales. Et là, je vais dire, frères haïtiens, sœurs haïtiennes, frères saint-luciennes, dominicains, tout ça qui est caribéen, qui vient ici pour chercher la vie, parce qu'ils ont assassiné l'autre bois. Eh bien, les autres peuvent compter la solidarité, peuple martiniquais. Si Niki a fait bêtise, nous d'accord pour faire pini red. Mais nous pas qu'à dire parce que 2 ou 3 personnes ont fait bêtise, nous avons tourné contre frère caribéen. Donc voilà les 2 questions d'actualité que je voulais commenter. Et je vais passer tout de suite, vous verrez qu'il y a une jonction sur le thème déconstruction. On va peut-être faire une petite respiration musicale. Voilà, on y va tout de suite. Alors, le thème, le contrôle des informations que nous recevons. Il a déjà été suffisamment démontré que celui qui détient l'information détient le pouvoir. C'est déjà écrit partout. Quand on a des informations valables et approfondies, cela permet que nous agissions de façon efficace dans notre vie quotidienne, dans les combats que nous menons, dans les confrontations que nous avons. Si je sais ce qui me produit une maladie et que j'ai l'information, c'est ce médicament-là qui peut guérir, ben je serai efficace, je vais me guérir parce que je vais directement. Je peux ne pas avoir l'information, je n'ai pas le pouvoir de faire, donc je vais chercher quelqu'un qui a l'information, donc qui détient le pouvoir et qui me transmet. Mais vous comprenez bien que quand on ne vit que par l'information donnée par les autres, on peut avoir des gens bien intentionnés, des gens qui partagent de bonnes informations, qui nous sont profitables, mais il y en a beaucoup qui vont utiliser le pouvoir qu'ils ont à travers l'information pour nous dominer, ou nous mal orienter, ou nous exploiter, etc. Et donc, c'est le cas des gourous. Quand les gens n'ont pas d'informations sur les raisons de leur mal-être, de leur misère, ils vont se retourner vers un gourou qui prétend porter l'information. Voilà, vous êtes comme ça parce que ceci, parce que cela. Eh bien, il faut faire ça. La personne va suivre le gourou, va suivre les informations du gourou,
est tombé dans un engrenage. Alors, dans la secte, c'est plus grave. Mais dans la vie de tous les jours, ça existe. Parce que celui qui va vous... Il n'est pas forcément dans une secte, mais qui va vouloir vous faire quelque chose dans le sens de son parti politique, va vous donner des informations erronées. Donc, celui qui détient l'information a le pouvoir, et c'est pour ça qu'il y a l'adage connu, qui gagnera la bataille de l'information gagnera la guerre. En clair, si nous sommes dans une guerre et que nous n'avons pas d'information, l'ennemi a l'information, c'est lui qui va gagner la guerre. Et réciproquement, si nous avons l'information, à tous les niveaux, hein, ne serait-ce pour savoir quelles sont les troupes dont dispose, où elles sont stationnées, quelle est la stratégie. Si je ne sais pas tout cela de l'ennemi, et puis que lui sait les forces dont je dispose, l'endroit où je suis, les méthodes que j'emploie, il va gagner la guerre. Qui détient l'information gagnera la guerre. Il est donc fondamental, parce qu'on est dans un contexte tumultueux, que nous connaissions aujourd'hui, que nous posions aujourd'hui la question du contrôle de l'information que nous recevons. Alors, il y a des propos que j'ai eu souvent l'occasion de répéter, qui viennent de Henry Kissinger. Henry Kissinger, c'est un ancien secrétaire d'État aux affaires extérieures des États-Unis, dont on sait l'extrême lucidité. C'était un bonhomme absolument efficace dans la guerre que les impérialistes menaient contre le reste du monde. Donc, Henry Kissinger disait, il avait annoncé, il y aura une troisième guerre mondiale. Mais la particularité de cette guerre mondiale, c'est qu'elle sera idéologique. Ça veut dire que ce ne seront pas les armes matérielles conventionnelles qui sont déterminantes, seraient-elles des menaces de bombes nucléaires, c'est la question de l'idéologie. C'est-à-dire que si, pendant que cette guerre se déroulera, celui qui sera capable de mener avec efficacité son travail idéologique, eh bien, c'est lui qui sera vainqueur de cette guerre-là. Nous sommes exactement dans cette configuration-là. Nous sommes en plein dans la troisième guerre mondiale. Troisième guerre mondiale. Celle-ci ne s'est pas encore manifestée sous la forme d'affrontements armés directs entre la Chine, les États-Unis, l'Iran, etc. Mais c'est une prolongation. Il y a la préparation globale des conditions de propagande, de positionnement qui sont en train d'être faites là et qui s'accélèrent. Dimanche dernier, j'ai parlé de la question de Taïwan comme indice annonciateur. Mais les stratégies qui sont en train d'être faites, le redéploiement des forces états-uniennes pour encercler la Chine, c'est de la réalité. C'est là. Les accords qui sont faits entre la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les États-Unis et maintenant l'Angleterre, c'est une préparation. Donc nous sommes dans la Troisième Guerre mondiale, mais nous sommes dans la phase où, qu'annonçait Kissinger, la guerre de l'information. C'est ce qui se passe là. Alors, quand on a dit ça, on comprend mieux pourquoi les multinationales, qu'elles soient dans la pharmacie, qu'elles soient dans l'alimentation, qu'elles soient de tous les secteurs possibles et imaginables, qui sont organisées. Elles ont leur plan économique à travers l'Organisation mondiale du commerce, etc. Elles ont leur pôle avec la trilatérale, avec oh là là. Bref, un certain nombre d'officines plus ou moins secrets qui réfléchissent, qui déterminent les orientations. Quand on va au forum de Davos, c'est ça qu'on va faire. Donc, ces multinationales-là ont préparé la guerre idéologique. Et tout particulièrement à travers le contrôle des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça veut dire que Internet, Facebook, tout ce qui est nouvelle technologie, tout cela est pensé dans un plan stratégique par les multinationales qui détiennent le contrôle sur ces plans-là. Les réseaux sociaux, il faut savoir que
Internet naît de recherche militaire. Les premiers à avoir recherché et mis en pratique, ce sont les militaires, les États-Unis. Les réseaux sociaux sont pensés par ces gens-là, avec un but de contrôler les esprits, manipuler, guerre d'information, mais surtout espionner chaque individu à chaque seconde, quel que soit l'endroit où cette personne peut être. Donc c'est ça le concept de guerre idéologique qui se prépare avec des technologies très puissantes, très pointues, et qui permet de tout d'être en position de vainqueur potentiel. C'est là qu'est important le point du comportement des gens aliénés qui dirigent les institutions, les collectivités. On prend des millions dans les budgets publics pour dire il faut rompre la fracture numérique. Ah, il faut prendre des dispositions pour que la 5G arrive à Gros-Rivière et en passant par la Montée et à Sainte-Anne. On prend l'argent public pour mettre au service des multinationales, des structures de téléphonie, des entreprises de téléphonie, dont le but est, évidemment, de faire de l'argent en vendant des équipements, tout ça, mais dont le but est principalement de contrôler l'opinion et de contrôler les individus. C'est ça leur but. On dépense des sommes immenses en disant que c'est l'avenir, c'est le... L'avenir ne peut pas être ça. Quand on a parlé du changement climatique tout à l'heure, c'est la production de ces technologies-là qui, à l'heure actuelle, pousse l'humanité vers les catastrophes climatiques. Il faut s'en arracher pour revenir à la production de biens utiles, directement nécessaires, qui ne sont pas valorisés uniquement par la publicité, mais qui participent de la construction d'une économie endogène, autocentrée et respectueuse de l'environnement. Donc il faut qu'on comprenne que le plan qui est mis par ces gens-là, on trouve qu'on est dans le progrès en ayant deux smartphones à 600 €, 4 chaînes télévisées, 4 abonnements télévisés, etc. Mais on alimente le changement climatique et on donne des bâtons aux multinationales pour nous battre. C'est ça qu'il faut comprendre. Les réseaux sociaux sont partout. Ça veut dire qu'il n'y a pas un coin, même